dans ce nouveau rendez-vous de l'œil de l'expert, où des enseignants et des experts du CNAM Bretagne peuvent vous partager le temps d'un webinaire leurs connaissances sur un domaine d'expertise ou une passion. Ce soir, nous avons le plaisir justement d'accueillir Jérôme Abalea, qui va vous permettre de vous plonger dans l'univers fascinant de la science-fiction cinématographique. Ce webinaire vous invitera à s'interroger sur les représentations de la science à travers le prisme cinématographique en s'intéressant à l'évolution de la fiction vers l'anticipation dans différents exemples du genre. Ces films, bien au-delà du simple divertissement, invite justement les spectateurs à une réflexion sur les implications scientifiques et technologiques imaginées dans leurs intrigues. Guidés ici ce soir par Jérôme Abalea, nous naviguerons à travers ces narrations visuelles captivantes. Il mettra en lumière les connexions entre les éléments fictifs des récits et les vérités scientifiques, en explorant comment ces histoires façonnent notre vision du futur et notre compréhension de la science. Alors, Jérôme Abalea est un intervenant pour le CNAM Bretagne depuis 2019 et pour l'Université de Rennes depuis 2011. Il enseigne notamment l'anglais à des spécialistes d'autres disciplines en filière universitaire technologique, ingénierique et commerciale, en formation initiale et par alternance. Je souhaite donc la bienvenue à Jérôme Abalea et je lui passe de suite le microphone. Merci Jean-François pour ces quelques mots d'introduction. Bonsoir à toutes et tous. Je profite de ce premier moment pour, en avant-propos, adresser mes remerciements à toute l'équipe du CNAM, en particulier Jean-François, Clément pour leur soutien technique, toute l'équipe du CNAM aussi pour la confiance qui m'est témoignée pour cette intervention. Je voulais également remercier mes auditeurs et mes nombreux étudiants sur les différentes filières qui ont été nommées, ainsi que également mes proches, voilà, avec une petite dédicace pour mon père qui est en convalescence et donc j'espère que la convalescence lui permettra de voir ou de revoir plusieurs des films dont nous allons parler aujourd'hui. Nous démarrons donc sur cette thématique science et fiction, le réalisme scientifique à l'écran, la fiction à l'anticipation. De façon symbolique, j'utilise beaucoup l'image tirée des œuvres de science-fiction. Celle-ci ne sera pas au programme détaillé de ce webinaire, mais elle symbolise à la fois cette fascination qu'on peut avoir vers un élément que l'on appréhende. Alors certains d'entre vous auront peut-être reconnu le personnage d'Hélène Ripley dans la série Alien, inaugurée par Ridley Scott en 1979. Et elle est symbolique de cette fascination anticipatoire, à la fois de la peur et de la fascination également vers le courant scientifique qui peut se concrétiser vers la découverte et l'inconnu, la part d'inconnu propre à la science. En termes d'approche, je suis plus dans une posture de récepteur d'objets filmiques, bien sûr, que de concepteur, et mon regard est nourri de sources variées, sources filmiques variées, mais sans exclusive, évidemment, sur le domaine de science-fiction. Et ce regard, il est aussi appuyé, documenté, pour établir des convergences vers la matière scientifique, entre la matière filmique et scientifique, puisque donc je me pose en tant qu'enseignant pour des spécialistes d'autres disciplines. Et donc ce webinaire, il est un petit peu à l'instar du cours magistral que je propose au sein de l'Université de Rennes, et il est là pour faire la part belle aux images, aux extraits de films, et plus encore aux questions que ces films suscitent, voire même qu'ils provoquent. J'ajouterais également que dans le cadre de mes enseignements, quel que soit le niveau, que ce soit en BUT, en école d'ingénieur ou pour les auditeurs du CNAM, le film, le matériau filmique et le film de science-fiction en particulier reste un matériau extrêmement précieux pour pratiquer et faire pratiquer l'anglais, d'où les nombreuses références que vous aurez dans le texte, puisque j'ai exclusivement utilisé des œuvres d'expression anglophones. Et si besoin, bien sûr, je prendrai le soin de traduire les éléments donc en version originale. Donc, place à la version originale et donc aux images tirées de ces films. Je veux simplement aussi vous rassurer sur le fait qu'il n'est nul besoin d'être spécialiste pour approcher ce webinaire.
Je citerai Blaise Pascal qui considérait qu'il est plus beau de savoir quelque chose de tout que de savoir tout d'une chose, et c'est aussi mon approche, celle d'une forme d'universalité du savoir. Et donc je me positionne également comme un passeur de culture ou d'objets culturels avant d'être un expert confirmé de tel ou tel domaine. Donc voilà, je suppose que votre présence ici témoigne d'un esprit d'ouverture aussi et de curiosité, de goût pour les ponts, les passerelles entre les idées artistiques et scientifiques, sans négliger aussi l'idée d'avoir une approche un petit peu ludique. Le réalisme scientifique à l'écran, donc de la fiction à l'anticipation, nous allons commencer par un certain nombre de points de définition qui peut être intéressant d'élaborer. Le premier concept, celui de science-fiction, peut apparaître comme un oxymore, c'est-à-dire l'alliance de deux termes qui, a priori, intuitivement, pourraient apparaître comme contradictoires. D'une part, la science correspond à la recherche de la réalité, validée par l'expérience, tandis que la fiction nous amènerait à chercher une sorte d'évasion de cette même réalité. Mais la science est également l'intérêt pour l'avenir. Et aborder l'avenir, c'est aussi s'interroger sur le présent qui comporte les éléments, les germes, les racines du futur. En parallèle, la fiction, c'est donc aussi la représentation de ce qui n'est pas réel, en tout cas pour l'instant. Les fondamentaux de la science-fiction, on pourrait dire qu'ils sont basés sur l'estime, science, technologie, ingénierie, mathématiques notamment. Ils s'appuient également sur des descriptions éclairées, sur des phénomènes prévisibles, sur des récits expérimentaux et, de façon encore plus intéressante, des représentations qu'on peut qualifier de spéculatives. Et c'est cette entrée que nous allons utiliser. Sur le terme de réalisme, sans viser à l'exhaustivité, on peut noter que le Larousse nous propose une définition, la quatrième en l'occurrence, qui est celle d'un courant cinématographique tendant à représenter les apparences du monde sensible et, de façon encore plus pertinente et intéressante, la réalité sociale quotidienne projetée dans le futur. Mettons un pied, puis le deuxième peut-être, dans le futur avec un premier extrait qui va lancer le premier film qui est sorti il y a une dizaine d'années. Il est accompagné d'une bande originale de Hans Zimmer avec un court extrait qui s'intitule First Step. C'est de circonstance puisque c'est notre premier pas dans ce tour d'horizon des œuvres filmiques sur pas moins de 6 décennies. Je suppose que vous êtes déjà nombreux à avoir reconnu le film de Christopher Nolan, Interstellar. Nous sommes entrés de plein pied dans ce qui est appelé donc le Gargantua. Ce Gargantua a, pourrait-on dire, 3 géniteurs. Le personnage que vous voyez sur la gauche, plus qu'un personnage, est une caution scientifique qui a été prépondérante dans l'élaboration non seulement du scénario, mais également de la visualisation des trous noirs. Ce monsieur s'appelle Kip Thorne et il n'est rien moins que titulaire d'un prix Nobel de physique qu'il a obtenu quelques années plus tard, en 2017. Le film sortant donc en 2014. La troisième personne en fait, à l'origine du scénario, c'est le frère de Christopher Nolan, Jonathan Nolan, qui a étudié la relativité pendant plusieurs années à l'université du Massachusetts.
Ce qui est intéressant dans la conceptualisation et dans la représentation du trou noir, c'est de voir à quel point le réalisateur Christopher Nolan, en appui bien sûr avec les calculs de Kip Thorne, a donné naissance à quelque chose qui annonçait les clichés obtenus quelques années plus tard avec l'équipe de l'Event Horizon Telescope. Le cliché que vous voyez donc à l'écran correspond à la première photo d'un trou noir supermassif, le M87, au cœur de la galaxie, donc M87. Et c'est une première photo rendue possible grâce à cette nouvelle génération de télescopes. Le film, à l'époque de sa sortie, a été salué évidemment pour le réalisme, la qualité du réalisme visuel de la représentation du trou noir. Je suppose que la plupart d'entre vous peuvent identifier le scientifique que vous voyez à l'écran sur la gauche. Il s'agit bien sûr d'Albert Einstein. Le second scientifique est un petit peu moins connu, mais leur travail commun a permis de théoriser le pont qui permettrait, on est toujours au conditionnel, de voyager d'un bout à l'autre de l'univers. Il s'agit donc du pont Einstein-Rosen. Interstellar reste un film à la fois fascinant de par la proximité de la représentation du fait du trou noir et la réalité qu'on a obtenue quelques années plus tard par une évolution considérable des moyens techniques. C'est un film qui permet de s'interroger non seulement sur cette possibilité du voyage interstellaire et du voyage d'une galaxie à l'autre, mais également qui pose plusieurs questions écologiques sur lesquelles nous reviendrons dans quelques minutes à l'occasion d'un autre film. Nous basculons en 2002 avec un film issu de, pourrait-on dire, la rencontre entre, là encore, une figure éminente du cinéma américain, vous reconnaissez certainement Steven Spielberg. Le deuxième personnage, sur la droite, s'appelle Philip K. Dick, donc auteur de science-fiction, et auteur notamment en 1956 d'une nouvelle qui s'intitule Minority Report. Et c'est bien sûr le titre qui a donné le sien au film proposé en 2002 par Steven Spielberg, dont nous allons voir tout de suite un premier extrait. Hello, Mr. Yakamoto. Welcome back to the Gap. Good evening. You can move the old-fashioned John Aston. Sur Minority Report, que peut-on dire et quelles sont les questions qui sont posées par cette œuvre de Steven Spielberg? La première, c'est peut-être la définition d'une certaine liberté ou d'un certain emprisonnement du citoyen dans une ère où la biométrie règne en maître. L'extrait qui était proposé donc, en était l'illustration parfaite avec la reconnaissance le scan en fait, systématique des iris des yeux de chaque citoyen, de chaque citoyenne. Le code d'entrée est substitué donc, par ce scan systématique. L'autre question qui est posée par le film et par cette nouvelle de Philip K. Dick, c'est la proportion, la mesure dans laquelle la haute technologie peut dicter la justice qu'on peut qualifier de préventive. En effet, on se situe en 2054, voilà, pour donner un ordre d'idée, donc on est quasiment un siècle plus tard après la rédaction de la nouvelle de Philip K. Dick. Et dans le futur, des êtres au nombre de 3 qu'on appelle les précogs font des prédictions qui permettent d'arrêter le coupable d'un meurtre ou d'un crime avant que ce crime soit commis. On est donc dans une posture de présomption, non pas d'innocence, mais de culpabilité. Alors la question qui est posée par Minority Report, c'est également celle du caractère changeable ou inchangeable de l'avenir.
Et la question également du libre arbitre, notamment du personnage principal, John Hamilton, qui va essayer d'échapper à cette sentence pour un crime qu'il semble devoir commettre. Ce qui est intéressant dans Minority Report, c'est également cette esthétique urbaine du futur. Plusieurs éléments qui ont vocation déjà à se développer, la voiture autonome, les publicités qui sont calibrées et qui sont personnalisées en fonction de chaque citoyen, après scan des iris, sont déjà présentes et on se trouve donc au début des années 2000. Ces éléments, évidemment, se sont concrétisés dans les décennies qui ont suivi. De 2002, nous basculons à 1999 pour notre troisième film, avec un indice peut-être pour l'identifier, indice que voici. Alors si on prend quelques instants pour observer cet objet, peut-être certains d'entre vous ont une hypothèse, mais peut-être aussi qu'une majorité vont être un petit peu surpris d'apprendre qu'il s'agit d'un pod, le pod incontournable dans le film Existence. Alors Existence, plus qu'un film, c'est un jeu. C'est un jeu vidéo, c'est le jeu qui est présenté lors d'une avant-première et qui induit une frontière, une ligne de démarcation qui devient de plus en plus floue entre réalité et réalité virtuelle. C'est un film donc de David Cronenberg, réalisateur canadien, cité par exemple Videodrome, History of Violence ou notamment The Fly, donc La Mouche, que ce même réalisateur donc a scénarisé, et Cronenberg donc a imaginé une console et un joystick qui se branchent par un bioport. Donc on est dans une approche à la fois biomécanique et filaire du jeu vidéo qui plonge le participant dans une réalité virtuelle et à la fois tactile, visuelle, donc sensorielle à tout point, et également émotionnelle. La question qui se pose, c'est celle aussi de l'hybridation entre un élément mécanique, biomécanique, et un élément organique. David Cronenberg est souvent présenté comme le cinéaste de l'organique et de la confrontation entre l'aspect, l'élément mécanique donc, et l'élément humain, l'élément fait de chair et de sang. On peut y voir l'influence de Ridley Scott, notamment dans la série des Aliens. L'extrait que nous allons voir va nous permettre d'illustrer cette question de la survenance, de pause dans la séquence de jeu de réalité virtuelle d'Existence. I want to put the game on pause. Huh? The game can be paused, can't it? I mean, all games can be paused, right? Yeah, sure. But why? What's wrong? I mean, aren't you dying to see what's so special about the special? I'm feeling a little disconnected from my real life. Kind of losing touch with the texture of it, you know what I mean? I mean, I actually think there's an element of psychosis involved here. Yes. This is a great sign. It means your nervous system is fully engaging with the game architecture. Existence is paused! Did I do that? I guess I did. So how does it feel? What? Your real life. The one you came back for. It feels completely unreal. You're stuck now, aren't you? You want to go back to the Chinese restaurant. There's nothing happening here. We're safe.
un propos d'Allegra Geller, un des deux personnages principaux, qui illustre cette idée d'ennui, en fait, dans la réalité, et le concept d'évasion à travers la réalité virtuelle, où il se passe beaucoup, beaucoup plus de choses. Donc, David Cronenberg et cette entrée dans une forme d'hybridation et donc de redéfinition du jeu vidéo et évidemment de l'addiction afférente à ce concept. Pour l'anecdote, ce film est sorti donc en 1999, mais 15 jours après le film des frères Wachowski, Matrix, ce qui a fait que pour un concept similaire, comparable, évidemment moins spectaculaire dans son rendu, le film est resté un petit peu plus, comment dire, confidentiel. Ce qui n'est pas le cas du suivant, qu'on considère comme un des films fondateurs du courant de science-fiction des années 70. Donc nous sommes en 73, et en 73 se vend ce produit qui s'intitule, qui se nomme Soylent Green, de façon maladroite, souvent traduit par le soleil vert, ce qui est une traduction extrêmement imparfaite, puisque c'est même pas une traduction littérale avec Soylent. Donc nous avons la société Soylent qui propose un aliment chaque jour de la semaine au peuple ou à la plèbe ou aux personnes qui sont moins favorisées pour répondre à un double enjeu à la fois quantitatif et qualitatif, nourrir une population grandissante sans fin. Ce film, donc Soylent Green, est annonciateur de nombreuses problématiques qui ont déjà émergé à cette époque. Contextuellement, on pourrait parler du rapport Meadows, qui établit donc la finitude des ressources naturelles qui évoque donc cette notion de limite planétaire. Alors, le roman, donc centré sur cette pâte et cette nourriture donc de synthèse qui est censée répondre à une demande émergente, donc qui se chiffre à des millions de consommateurs. New York est envisagé sous un angle de surpopulation autour de 40 millions d'habitants. Cette histoire, elle est inspiré d'un roman de Harry Harrison qui s'appelle Make Room, Make Room. Donc le titre est assez explicite. Il s'agit de faire de la place à cette population grandissante pour répondre donc à cet impératif causé par cette hausse démographique. Alors le roman est beaucoup plus focalisé justement sur cet enjeu démographique et Richard Fleischer, le réalisateur de Soleil Vert, donc a décidé de s'intéresser de façon un petit peu plus large aux problématiques à la fois économiques, écologiques, sociétales également. C'est un film dont le propos socio-politique est extrêmement fort. Et dès le générique, des éléments sont annonciateurs des évolutions à venir. On annonce énormément d'éléments qui vont se concrétiser plus tard. Alors, effectivement, l'envergure de la population new-yorkaise est peut-être un petit peu trop forte par rapport à la réalité, mais il y a d'autres éléments qui sont assez frappants, notamment la présence des masques. En fait, on est donc en 73 lors du tournage, et on s'aperçoit qu'on a cette apparition donc, du masque qu'on a retrouvé lors des différents épisodes, des différents confinements suite à la pandémie que nous avons connue en 2020 et 2021. Soleil Vert, question sur la surpopulation, sur la soutenabilité d'un modèle économique qu'on voit apparaître clairement dans le générique, avec un emballement musical et également un emballement de production, interrogation sur les limites planétaires propres à notre environnement, et également, et c'est quelque chose qui ressort de façon manifeste dans cette histoire, c'est la question de l'inégalité des individus devant les effets, devant le réchauffement climatique et ses effets. Nous basculons presque 10 ans plus tard vers les années 80 avec un incontournable de la science-fiction dont voici un extrait visuel. Certains d'entre vous ont certainement identifié le film dont nous parlons, qui s'ouvre finalement sur cette devise
plus humain que l'humain. Il s'agit de la corporation de l'entreprise Tyrell. Cette entreprise propose ni plus ni moins que de créer des androïdes. Et il s'agit évidemment du film de Ridley Scott, Blade Runner. Alors littéralement, Blade Runner signifie celui qui court après la lame. C'est un film qui s'inspire d'un roman cette fois-ci, d'un auteur que nous avons déjà donc abordé précédemment, Philip K. Dick, qui s'appelle « Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ?» Donc le roman sort un petit peu plus tard que le rapport minoritaire, nous sommes en 1968, et un peu moins d'une quinzaine d'années plus tard, Ridley Scott va s'emparer de ce roman et va essayer de délivrer un écho à un test célèbre, un test que nous devons à un célèbre mathématicien du nom d'Alan Turing. Alors, conceptuellement, le test de Turing consiste, pour un être humain, que nous avons au positionnement C sur l'image que vous voyez, à poser une question, interroger une entité A et une entité B, en ne communiquant que par un canal écrit, donc sans interaction orale ni visuelle. Et on considère que si sur un laps de temps relativement court, une intelligence artificielle réussit à se faire passer pour une intelligence humaine, elle a réussi ou passé le test de Turing. Dans la scène que nous allons maintenant voir, on est sur un test comparable, qui est celui de Voigt-Kampff, et dont l'objet est de traquer les réplicants. Les réplicants, donc, étant les androïdes qui ont été générés, alors non pas de façon biomécanique, mais cette fois-ci à partir d'un ADN humain. Ce sont des créatures dont la durée de vie est limitée à peu près 4 ans, des créatures qui vont se rebeller contre leur créateur ou l'entreprise qui les a créées. Et le personnage principal de Blade Runner, qui est donc l'épitome de ce qu'on pourrait appeler le cyberpunk, donc le personnage de Rick Deckard, a pour mission de les traquer, de les repérer. Le test de Voigt-Kampff devient un outil, parmi d'autres, de repérage d'un réplicant qu'il lui faudra dès après retirer. Le mot qui est utilisé dès le générique, c'est celui du retrait. Le personnage que nous allons voir évoluer, donc en face interrogé par Deckard, s'appelle Rachel. Et la question est de savoir si Rachel est un réplicant en essayant d'interroger sa capacité à reproduire l'intelligence émotionnelle de l'humain. Do you mind if I smoke? It won't affect the test. All right, I'm going to ask you a series of questions. Just relax and answer them as simply as you can. It's your birthday. Someone gives you a calfskin wallet. I wouldn't accept it. Also, I'd report the person who gave it to me to the police. You've got a little boy. He shows you his butterfly collection, plus the killing jar. I take him to the doctor. You're watching television. Suddenly you realize there's a wasp crawling on your arm. I'd kill it. You're reading a magazine. You come across a full-page nude photo of a girl. Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard? Just answer the questions, please. Donc, une scène parmi plusieurs scènes d'entretien et donc de tests de Voigt-Kampff. Les questions posées par Blade Runner, celles notamment du génie génétique, de l'ingénierie génétique. Est-ce que cela constitue une menace pour l'humanité? Est-ce qu'un clone
puisque le répliquant s'apparente à un clone, justement une réplique de l'humain, peut développer sa propre personnalité. Et qu'est-ce qui fonde la différence entre un être humain et sa créature? Voilà des enjeux donc lancés par ce film Blade Runner, qui a fait l'objet d'un deuxième épisode, entre guillemets, ou d'une suite, en 2017, proposé par Denis Villeneuve. Le dernier film de notre périple est sorti en 1968. Et pour introduire le cours que je propose à mes étudiants en première année, lorsque nous ouvrons le cycle Film et Sciences, je leur pose la question du plus grand méchant, personnage méchant, de l'histoire de la science-fiction. Alors je reçois beaucoup de réponses diverses, et je propose cette réponse visuelle, qui les surprend pour la plupart, puisqu'ils ne s'attendent pas forcément à trouver cette représentation. Le méchant que vous voyez à l'écran, méchant avec des guillemets, s'appelle HAL. HAL, qui correspond au super ordinateur de la station spatiale d'un film intitulé 2001 Odyssée de l'espace. Faut-il présenter ce qui constitue l'incontournable de la science-fiction à l'écran? Bien sûr que si vous avez entendu parler de 2001 Odyssée de l'espace, vous avez entendu le nom du réalisateur de ce film, qui est Stanley Kubrick à gauche, et à droite, nous avons Arthur C. Clarke. Alors, 2001 Odyssée de l'espace, qui est notamment célèbre pour ce qu'on pourrait avancer comme le raccord le plus célèbre de l'histoire du cinéma moderne, avec donc l'os utilisé par les singes, qui, en une fraction de seconde, bascule vers le satellite. Voilà. En une fraction de seconde, le résumé de l'histoire technologique de l'humanité. Donc raccord avec bien sûr cette musique mythique, cette bande sonore que Stanley Kubrick avait choisie avec soin. La scène que nous allons voir dans quelques instants est celle donc de l'interaction, de la tentative de négociation par le dialogue entre l'astronaute Dave Bowman et HAL. You read me, Hal? You read me, Hal? Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Dans cette scène, certes courte, mais emblématique, nous avons cette question de la confrontation entre l'homme et la machine, et pourrait-on dire l'humanité et l'intelligence artificielle, avec cette problématique de confrontation et de domination de l'homme par la machine. C'est un élément qui est annonciateur de la notion de singularité. Qu'est-ce que la singularité, conceptualisée notamment par quelqu'un qui s'appelle Ray Kurzweil, et qui annonce le croisement des lignes d'intelligence et de capacité cognitive. Donc en positionnant cette singularité, ce croisement des courbes humaines et d'intelligence artificielle aux alentours de 2045. En clair, on est sous la menace d'un dépassement de l'humain par la machine. C'est quelque chose qui est prophétisé par Stanley Kubrick dès 2001. Alors effectivement, entre 2001 et 2045, on peut considérer qu'il y a une marge d'erreur, mais pour le cinéaste ingénieur qu'était Stanley Kubrick, rien n'étant laissé au hasard, il y avait déjà cet appui sur les éléments
et découvertes scientifiques de l'époque et les éléments prospectifs, évidemment, qui permettaient de se projeter sur ce type de courbe et d'interroger, bien sûr, la science au regard de ce qui est probable étant à venir, donc, et étant prévisible sur les courbes d'évolution respectives. Nous allons terminer notre tour d'horizon par ce court extrait qui replace les éléments visionnaires sans restrictive, sans se limiter à l'intelligence artificielle, de 2001, Odyssée de l'espace. 2001 predicted current technology, like FaceTime, iPads, 3 weeks ago, the American spacecraft even screens on the back of airline seats. The film also deals with themes such as human evolution, space exploration, and the perils of artificial intelligence, depicted in the film by a murderous computer named Hal. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. The battle, really, between the human and the artificial intelligence, calls to mind, for example, some of the warnings we're hearing lately from Elon Musk, and the late Stephen Hawking about what might happen when we have a truly sentient artificial intelligence. Le propos du journaliste est clair. Dans cette œuvre de Stanley Kubrick, nous avons cette problématique d'une intelligence artificielle dont les capacités ne cessent de grandir et qui peut à terme devenir incontrôlable, ou en tout cas qui pourrait ne plus être sous contrôle. C'est quelque chose qu'Elon Musk a mis en avant, bien sûr pas le seul à être dans un mode un petit peu préventif, vis-à-vis du développement de l'intelligence artificielle. Sur 2001, évidemment, c'est très compliqué de résumer cette œuvre de près de 2h30 qui nous amène à l'aube de l'humanité, qui nous amène dans le voyage spatial, qui nous amène sur Jupiter et bien au-delà, qui tente de tracer des lignes de réponse à la question de nos origines, à la question de nos possibles évolutions et à la question aussi des limites du temps et de l'espace qui ont inspiré bien des cinéastes, dont Christopher Nolan. C'est un peu une façon de boucler la boucle. Nous avons commencé avec Christopher Nolan qui, à de nombreuses reprises en interview, s'est positionné comme un élève ou un héritier de Stanley Kubrick. Et donc, nous arrivons à aux conclusions de ce court voyage dans la science et la fiction. Alors, est-ce qu'on peut considérer que la science et la fiction sont à l'opposé? À l'évidence, non, puisque avec cette investigation, nous avons vu à quel point l'une et l'autre étaient connectées et à quel point la science est un élément d'appui pour de nombreux créateurs, réalisateurs de films pour leur permettre d'exprimer une forme de réalisme à la fois sociétal, écologique, technologique, dans une posture qu'on peut qualifier bien souvent de visionnaire, puisqu'ils ont anticipé les grandes évolutions, les grandes tendances de la science à différents niveaux. Alors évidemment, on peut considérer qu'il reste un écart indéniable entre la science à proprement parler et sa représentation à l'écran, mais on voit bien que génération après génération, décennie après décennie, nous avons après tout couvert près de 60 ans d'histoire du cinéma de genre science-fiction. L'idée est de concilier les deux, d'avoir cette convergence et cette exigence de réalisme matériel, mathématique. On peut penser aux équations de Kip Thorne dans la conceptualisation des trous noirs d'Interstellar, mais également dans l'idée d'une forme de sublimation, de dépassement de questions qui sont purement scientifiques et qui deviennent quelque part des questions d'ordre plus philosophique, voire existentiel. Et là, on peut spontanément penser à 2001, Odyssée de l'espace, qui va évidemment bien au-delà de la simple illustration des évolutions scientifiques. Et donc, loin de s'opposer, science et fiction se marient souvent pour le meilleur, et elles rendent le spectateur à la fois plus érudit sur un plan scientifique, mais aussi, et certainement, c'est peut-être une tendance du cinéma actuel, conscient des enjeux environnementaux qui sont extrêmement prégnants en 2024. J'ouvre souvent sur des images ou des citations
mes interventions et je vais clore ce webinaire avec non pas une, mais deux citations que j'affectionne particulièrement. Einstein, qui du reste considérait que l'art et la science sont deux branches d'un même arbre, considérait également qu'on ne peut pas résoudre nos problèmes avec le même mode de pensée que celui que nous avons utilisé lorsque nous avons créé. En ce sens, la fiction, le genre de science-fiction, pourrait être une façon de penser d'une certaine manière, en dehors de la boîte, c'est-à-dire avoir un regard un petit peu distancié et qui permette d'envisager d'autres solutions, d'autres voies de résolution scientifique aux problèmes que l'humanité connaît. Ma deuxième citation, que nous devons donc à un auteur bien connu de science-fiction, Isaac Asimov, considère, elle, que les histoires individuelles de science-fiction pourraient paraître triviales, hein, et toujours plus triviales aux critiques aveugles et aux philosophes actuels, mais le cœur de la science-fiction est désormais devenu crucial pour notre salut, si tant est que nous voulons être tous sauvés. C'est sur ces mots que je clôt ce webinaire, non sans vous remercier pour l'intérêt que vous avez manifesté pour cette proposition de mariage entre science et fiction au cinéma. Merci beaucoup, Jérôme. Vraiment, merci pour ce superbe voyage. C'était extrêmement passionnant et intéressant. C'est un sujet que moi-même j'adore particulièrement d'ailleurs. On a plusieurs questions dans la zone de conversation, on en a quelques-unes du moins. Une première question qui s'était posée au moment de l'extrait sur Minority Report, c'était: peut-on juger par avance quelqu'un sur des faits qui ne se sont pas encore déroulés et qui sont censés se passer? Alors on a déjà un élément de réponse apporté par un autre auditeur qui nous précise qu'en droit pénal, il y a ce qu'on appelle l'élément matériel, la réalité de l'acte. Donc pour le moment, en 2024, c'est encore le cas, donc on peut encore être rassuré sur ce point-là. Mais voilà, je ne sais pas s'il y a des évolutions ou aussi dans d'autres pays, il y a peut-être des choses comme ça. Il me semble qu'aux États-Unis, effectivement, la loi est un peu différente de celle en France vis-à-vis de la culpabilité d'une personne. Enfin, du moins pour prouver son innocence. Je crois que ça ne se passe pas tout à fait de la même façon qu'en France. Je ne sais pas si d'ailleurs, Jérôme, vous avez des éléments de réponse là-dessus. Ce qui est frappant, Jean-François, dans le film de Spielberg, c'est cet appui justement de la justice sur la technologie. La décision de justice ou l'acte de justice s'appuie complètement sur les visions des précogs et leur exploitation, en fait, donc sur des écrans transparents. Hein. Ce sont des scènes récurrentes dans les deux heures et demie du film. On voit le personnage de John Anderton, joué par Tom Cruise, manipuler les images et essayer par arrêt sur image, justement, décortiquer la séquence de crime en retenant ces éléments à charge. Donc c'est clairement une justice dépendante de la technologie. Donc une redéfinition du concept de justice. Et oui, exactement. Une autre remarque d'Ivanoé qui nous faisait part que esthétiquement, le film 2001, l'Odyssée de l'espace est vraiment bluffant de modernité pour cette époque. Et il s'interrogeait sur est-ce que le public réellement était prêt à voir et à recevoir ce film en 1968? Alors oui et non. C'est une question vraiment intéressante parce que je l'aborde dans mon cours, c'est-à-dire que la réception du film était différente selon la génération à laquelle on appartenait. C'est-à-dire que le film s'est fait descendre littéralement par un grand nombre de critiques, notamment aux États-Unis. C'est vrai que Kubrick
en Europe et en France en particulier, jouissait d'une bien meilleure réputation. Bon, je citerai notamment Michel Simon, hein, qui était la référence aussi critique sur l'œuvre de Stanley Kubrick. Mais aux États-Unis, non seulement le film était assez durement critiqué lors de sa sortie, donc on est en pleine libération aussi des mœurs et d'ouverture hein, de la société américaine. Mais en plus, il n'a pas eu le succès escompté dès le départ. Ce qui a accentué ce succès, c'est le fait que la jeunesse soit beaucoup plus partie prenante du film. C'est-à-dire que l'affiche et la campagne publicitaire pour le film ont été repensées, redessinées au bout de 3 ou 4 semaines de sortie. Et pour sous-titrer le film The Ultimate Trip, c'est-à-dire le voyage ultime, ce qui était un élément de langage attractif pour un public beaucoup plus jeune, et c'est ce même public, donc des gens qui étaient autour de la vingtaine, la trentaine d'années, donc des gens nés à la fin des années 40 ou début des années 50, et qui ont largement défendu le film et contribué à son succès. Je dirais qu'il y a aussi une deuxième façon, une deuxième temporalité de réception du film, puisque je fais partie d'une génération qui n'a pas vu le film lors de sa sortie en salle et qui a pu le découvrir par la VHS ou par le DVD, et qui évidemment a essayé dès que c'était possible de voir le film sur grand écran, mais près de 60 ans après, c'est extrêmement convaincant de revoir 2001 Odyssée de l'espace, même si, et c'est une réflexion ouverte, je crois que les nouveaux publics, les étudiants qui ont une vingtaine d'années, sont peut-être moins rompus au visionnage de films qui durent 2h30. Pour ça, des films comme Interstellar, des films comme Minority Report, qui durent plus de 2 heures, peuvent constituer une forme de défi. La différence peut-être entre Interstellar et puis 2001, c'est peut-être que le rythme, l'enchaînement des actions est un petit peu différent. C'est certainement plus facile d'être embarqué par Interstellar pour les nouvelles générations. Et je pense que très important, c'est d'éduquer aussi le regard du spectateur et d'une certaine manière s'entraîner à une temporalité un petit peu différente. Même si 2001 est extrêmement contemplatif, pour ceux qui n'ont pas vu le film, il faut quand même savoir que les 20 premières minutes ne contiennent aucun acte de parole. En fait, on a des cris, mais on n'a pas de parole. Voilà. Ce sont des choses qui à l'époque déjà étaient relativement avant-gardistes, mais qu'on ne retrouve plus vraiment dans le mode de fabrication, entre guillemets, de ce qu'on appelle un blockbuster. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question, la réception du film 2001 à la fin des années 60. Et juste peut-être en remarque complémentaire, j'utilise aussi dans le cours un parallèle visuel entre Stargate, c'est-à-dire la porte des étoiles. Pour ceux qui ont vu le film, on est sur le 4e tableau de 2001, Odyssée de l'espace, et le Tesseract, donc la réplication à l'infini de cet espace quadridimensionnel, hein, donc les 3 dimensions et la gravité constituant la 4e dimension pour le personnage de Cooper, qui désespérément essaye de rejoindre, d'atteindre en fait sa fille, de communiquer avec elle. Voilà. Et donc le parallèle était extrêmement frappant, Stargate et Tesseract. Voilà. J'espère vous donner envie de voir ou de revoir évidemment l'un et l'autre des 2 films. Je précise aussi que Interstellar devrait faire l'objet d'une ressortie à l'automne, voilà, pour fêter ses 10 ans, et c'est évidemment le genre de film qui est comment dire, beaucoup mieux apprécié sur un grand écran que sur un écran plus modeste. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour tous ces éléments et cette très très belle conférence. Merci également à notre public d'avoir participé ce soir.
Je profite, de ce petit moment pour, signaler, également à nos auditeurs qu'une prochaine conférence sera proposée le jeudi 6 juin sur une autre thématique, intitulée «La frugalité en gestion de projet», animée par, une enseignante du CNAM Bretagne, Sandrine Mille, qui donc, abordera ce sujet, pleinement d'actualité. Voilà, on parle beaucoup de sobriété, alors notamment dans le numérique, on parle de sobriété numérique. Et bien maintenant, on a la frugalité qui apparaît aussi dans la gestion de projet. Elle pourra nous détailler un petit peu plus cette notion-là. Donc n'hésitez pas à nous retrouver donc, ce jeudi 6 juin à 18h30 également. Merci à toutes et à tous. Merci encore Jérôme. Et puis très belle Merci. soirée et à très bientôt. Belle soirée.